trop, ça arrive de temps à autre, ou une coupure d'image, n'hésitez pas à intervenir, je vous entends. Voilà, donc les hauteurs de survol, on a vu ça la dernière fois, on avait terminé là-dessus. Voilà, voilà. Donc, nous continuons ce cours sur réglementation sécurité. Alors, il se trouve que lorsque vous êtes en vol à vue, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle altitude en fonction de votre direction. Il y a une règle qui s'appelle la règle semi-circulaire. La règle semi-circulaire, c'est lorsque vous êtes au-dessus, alors normalement, ce n'est pas FL30, c'est altitude de 3000 pieds. 3000 pieds. Vous n'utilisez plus le calage QNH de l'altimètre. On a vu que en fonction de la pression atmosphérique, on va évidemment caler son altimètre de façon à ce que l'on tienne compte de la pression atmosphérique pour que l'altimètre indique la véritable altitude. Sauf qu'à partir d'un certain moment, on risque d'avoir des problèmes. Lorsqu'on est dans des navigations, on a un souci qui est le calage commun. Alors, on va voir ça ici avec deux altimètres. Non, on ne va pas voir ça là. J'ai ça sur un autre document. Alors, il se trouve que si j'ai, par exemple, un avion qui part de Marseille pour aller à Lille et un autre avion qui part de Lille pour aller à Marseille, on a vu que au-dessus d'une limite qu'on va appeler la TA, Transition Altitude, bon là on vous dit 3000 pieds, mais elle est publiée sur les cartes aéronautiques selon les endroits en France. En effet, si je vais dans les Alpes, où les sommets sont déjà à 10 000 pieds autour, je ne vais pas avoir une altitude de transition à 3000, elle n'est pas en dessous du sol. Okay. Donc on est à 3000 pieds dans beaucoup d'endroits, et en surtout 3000 pieds au-dessus du niveau du sol. Ça, c'était ce qu'on appelait la surface S. Maintenant, on a un truc beaucoup plus simple. Dans beaucoup d'endroits, la transition altitude, elle est donnée comme étant un endroit qui est uniforme. Si elle n'est pas précisée, c'est 3000 pieds au-dessus du sol. Si elle est précisée, par exemple dans la région parisienne, c'est 5000 pieds. Au-dessus de 5000 pieds, ici, je travaille au QNH, c'est-à-dire je tiens compte de la pression atmosphérique réelle du jour. C'est assez facile. Quand je suis au sol, ici, voilà, j'ai mon avion, je suis au sol. Je suis à une certaine altitude, par exemple ici à Coulommiers, 460 pieds. Je cale mon altimètre, l'aiguille de l'altimètre, je la règle sur 460 pieds. Voilà, donc on est sur un altimètre, le 0 est en haut. Si on était sur un altipied, le 0 serait en bas. Okay. Donc je vais mettre ici mon alti avec 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'aurai la grande aiguille ici sur 460 pieds. Ça va me donner une petite aiguille là sur quelque chose comme 0,4. D'accord? La grande aiguille, elle est en centaines de pieds et la petite aiguille est en milliers. Donc là, on est sur 460 et donc ça va forcément, 460 pieds, c'est une constante, c'est toujours vrai. Ici, on est toujours à 460 pieds. Par contre, évidemment, la pression atmosphérique du jour, elle peut varier. Donc, si je me cale sur 460 pieds, il va forcément me mesurer la pression atmosphérique du jour. Si je ne touche pas cet altimètre et que demain matin, la pression atmosphérique a baissé, par exemple, parce qu'il y a du mauvais temps qui arrive, imaginons qu'il y ait une dépression qui arrive, que va faire l'altimètre? Demain, imaginons qu'aujourd'hui,
je suis à 1010. Okay. D'ailleurs, je ne suis pas à 1010, je vais vous dire à combien on est. Aujourd'hui, on est à... web, on est combien là? Allez, je vais faire là. Valider. Nous sommes aujourd'hui, là, en ce moment, tout su, 1000. Aujourd'hui, QNH 1000. D'accord. Donc, si ici, je me cale à 460 pieds, normalement, le fenestron ici doit me dire que nous sommes calés sur 1000 hectopascales. S'il n'y a pas d'erreur instrumentale. Demain, une dépression arrive. On passe à 990. Que fait l'altimètre? C'est une question typique, une question BIR. Ce genre de question, il faut l'avoir. Que fait l'altimètre? Demain, il y a une dépression qui arrive. On passe, la pression baisse. On est à 990. Que fait l'altimètre? C'est-à-dire qu'il s'appelle, il monte ou il descend? Il monte. Vous êtes d'accord les deux là? Ouais, vous êtes d'accord? Vous avez tous les trois raison, ça tombe bien. En effet, la pression diminue, donc l'altitude augmente. D'accord? La pression baisse, l'altitude augmente. Donc si demain on a 990, l'altimètre va monter. Donc j'ai ma machine là sur le parking, elle n'a même pas volé. Je la cale à 460 aujourd'hui. Demain, elle indique combien? L'aiguille sera sur combien? Ouais. Ça, c'est aussi une question typique qui va tomber. On va vous demander, la pression atmosphérique diminue de 10 hectopascales, de combien augmente l'altitude? J'ai dit que ça, c'est un des trois trucs à connaître par cœur. 1 hectopascal égale 28 pieds. Donc, demain, la pression a baissé de 10 hectopascales, l'altimètre a augmenté de 280 pieds, il indique donc 740. Ce sera ici, là. Ce sera à 740. D'accord? 460 plus 280. Donc ici, on sera à plus 280 pieds. Inversement, si demain c'est du beau temps qui arrive, on est passé de 1000 à 1010, les pressions remontent, que va-t-il faire? Il va descendre de 280 pieds. Ok? Pression augmente, équivaut à altitude diminue. Voilà. Donc au lieu d'appliquer 460, sans avoir y touché, il sera descendu pendant la nuit à 180. « 460 moins 280. Il sera descendu de 280 pieds, il sera à 180. Alors, vous constatez que ceci risque de poser un gros problème. J'ai un avion qui part de Lille, où la pression atmosphérique est par exemple de 990. Parce qu'en ce moment, ils ont une dépression là. Il va à Marseille. Il passe par Paris. Là, à Coulelier. Bon, en ce moment, la pression est à 1000 hectopascales. Et il descend sur la côte. Où là, en ce moment, il fait beau, il y a un anticyclone. Ils sont à 1010. Il y a 20 hectopascales d'écart entre les deux. Ok? 20 hectopascales. Donc, vous avez un avion, ici, qui part, qui fait Lille-Paris, et le mec, il est calé à 990. Il pense qu'il est à 6500 pieds. En face, j'ai un avion qui, lui, est parti de Marseille. Lui, il est calé à 1010. Et il pense qu'il est à 6000.
Et les deux sont persuadés qu'ils ne sont pas à la même altitude. Ok? Lui, son altimètre lui indique 6000. Lui, son altimètre lui indique 6500. Tout va bien. Sauf que comme ils n'ont pas le même calage, ici, ils ont 20 hectopascales d'écart. Résultat, lui, en réalité, il est peut-être à... Quand ils vont se croiser ici à Paris, en fait, lui, en réalité, il sera à 6280. Parce que la pression aura baissé de 10. OK? Et lui, il sera à 6420. À 6000 par contre, celui-là, il sera à 6280. Et celui-là, il sera à 6220. Parce que la pression aura augmenté de 10 hectopascales. La réalité, c'est que lui, il est à 6220 et lui, il est à 6280. J'aurais mis encore un hectopascal de différence, ils étaient carrément face à face. Alors que leurs deux altimètres donnent des altitudes différentes, mais en réalité, ils sont l'un en face de l'autre. Et ça fait beau. Pour résoudre ce problème, au-dessus d'une certaine altitude, tout le monde va utiliser le même calage. Quelle que soit la pression, au-dessus de la transition altitude, l'altitude de transition, tout le monde utilise 1013,5. Alias 1013. 14 pieds de différence, ça ne fait pas une grosse différence. En tout cas, on n'a plus un écart de 500 pieds potentiel. Sans compter que là, il y a en plus l'erreur altimétrique qui peut intervenir, qui est de 2 hectopascales de chaque côté. Donc là, on est calé 1013. Ça veut dire que l'avion qui est là, je le refais autrement, l'avion qui est là, ah, on va enlever ça, l'avion qui est là, il est parti à 990. Quand il est parti là, il a remplacé son 990 par 1013 et il affiche 6500. Lui, quand il est parti, une fois qu'il a franchi cette barre, il se met sur 1013 et il affiche 6000. Et là, on s'en fout qu'il soit à 6005 vraiment ou à 6000 vraiment. Ils ont le même calage. Et donc, on est certain que s'ils n'ont pas la même altitude affichée, ils ne sont pas en face. Okay. Passer une certaine altitude, il faut que tout le monde utilise la même référence parce que c'est le seul moyen pour eux de savoir qu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Et c'est le seul moyen pour eux de savoir que s'ils affichent la même, là, par contre, c'est qu'ils sont vraiment en face. Ou l'un derrière l'autre. Ok? Voilà. Donc, à partir d'une certaine altitude, on va caler ça. C'est le slide suivant. Ensuite, au-dessus de cette altitude, ici, les caps sont libres. L'altitude est libre, les caps sont libres. Je suis calé au QNH, je choisis mon altitude. Je veux être à 2000, je veux être à 2005, je veux être à 3000, peu importe. Au-dessus, je dois utiliser, donc on n'est plus là, on est en altitude, au QNH. Ici, on est en niveau de vol. Niveau de vol, alias flight level. Donc, passer une certaine altitude, on doit utiliser des niveaux de vol dans un espace contrôlé. L'altitude peut être imposée par le contrôle. Au-dessus, elle est imposée par le cap. Donc, si vous allez vers le sud, par exemple, plutôt là, le gars qui va de Lille à Marseille,
il va être au 170 à peu près. Ok? Il va pas tout à fait plein sud, il va légèrement vers l'est. Ok? Est-ce qu'on voit quand je montre la carte sur la vidéo? Je regarde si j'ai bien cadré. Oui, bon, pas très bien, mais c'est pas grave. C'est parce que je veux surtout qu'on voit le tableau. Voilà, sur la carte. Voilà, c'est mieux pour les gens qui sont en distance. Voilà. Donc sur la carte, je prends l'île Marseille, ça fait du 170 comme carte. Donc je vais avoir un avion qui va partir là à peu près comme ça. Cap 170. Il doit voler sur un niveau de vol impair. Niveau 35. 35, c'est... Alors niveau de vol, c'est toujours des centaines de pieds. 35, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3500 pieds affichés sur un altimètre calé au 1013. C'est pas 3500 pieds. C'est 3500 affichés avec l'altimètre calé sur 1013. C'est ça que ça veut dire, niveau de vol. Flight level. Okay, et en fonction de la pression atmosphérique du jour, ben, ça sera peut-être 3005 si aujourd'hui il fait 1013. Et ça sera plus haut si on est à 1010, et ça sera plus bas si on est à 1020. Ok? Mais on s'en fout d'être à un peu plus que 3005 ou un peu moins que 3005, parce que comme la pression, le calage est le même pour tout le monde monte ou tout le monde descend. Et on est sûr que tout le monde a la même référence. Donc, quand on est en flight level, on doit utiliser ces altitudes-là impaires. Maintenant, l'avion qui, lui, va de Marseille à Lille, ben lui, il va voler, d'accord, là, à 170. Donc, l'autre, il vole à quoi? Dans l'autre sens, plus 180 degrés. Plus 180 degrés, c'est le 350. D'accord? Dans l'autre sens. La route inverse, c'est plus 18 ou moins 18. Je vais vous donner une astuce pour calculer la route inverse. 1, 7, 0. Plus 2, moins 2. 3, 5, 0. C'est instantané. Pas besoin de faire un plus 180. En calcul mental, c'est l'enfer. D'accord? Si par contre, vous avez des trucs supérieurs à 180, vous faites moins 2, plus 2. Je prends par exemple 270. Je vole au 270. Comment dit, je vais par là. La route inverse. Moins 2, plus 2. 0,90. Est. Ça marche toujours. Tac, tac. Moins 2, plus 2. Ou plus 2, moins 2. Selon que vous allez dans ce sens. Plus 2, moins 2. Dans l'autre sens, moins 2, plus 2. C'est instantané pour pouvoir calculer la route inverse. Donc, je reprends mon gars, là. Il va de Lille à Paris. Donc, de Lille à Dunkerque, plutôt de... Non, lui, il va de Lille à Marseille. Donc, il va de Lille à Marseille. Il vole à quel niveau? Ben, par exemple, on va dire que là, machin, il est au niveau FL 55. Donc, à 5500 pieds, calé 1013. Il n'est pas forcément exactement 5500 pieds, mais 5500 pieds avec la référence 1013. L'avion qui vient en face part de Marseille, va à Lille, il vole le 350. Dans ce sens-là, il doit utiliser les niveaux pairs. Donc, il va voler au 45 ou au 65, etc. Et donc, lui, il va voler au FL 65. Et voilà. Et comme ça, on est à peu près sûr qu'il y a 1000 pieds d'écart entre eux, qui ne seront pas face à face. On appelle ça la règle semi-circulaire. Alors, il y a un mnémotechnique très simple.
Comment se rappeler que de 0 à 179, je dois utiliser les niveaux impairs et que de 180 à 359, les niveaux pairs? Ben, c'est facile. I, P, Italie, Portugal. Voilà. Portugal, c'est là, l'Italie, c'est là. Voilà. Facile. Ça, c'est impair. Si tu vas côté de l'Italie, ou que tu viens d'Italie, plutôt que tu vas vers le côté droit de la carte, vers l'Italie, impair. Si tu vas sur le côté gauche de la carte, donc par exemple de là à là, je vais vers le côté gauche, Portugal, pair. Niveau technique, pour se rappeler de la règle semi-circulaire. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Bien. Alors attends, j'ai la transcription qui s'affiche au lieu d'avoir les questions. Voilà. Bien. Et ben voilà. Donc alors ça, de temps à autre, il y a des questions sur effectivement les niveaux de vol à utiliser. Ça arrive qu'il y ait des questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de vol? Le niveau de vol, c'est un calage au 1013 au-dessus de l'altitude de transition. Alors, il y a deux notions. Il y a la transition altitude quand on monte et le transition level quand on descend. Mais qui ne sont pas au même niveau. Sauf si aujourd'hui on est à 1013. Mais ils ne sont jamais au même niveau. Bien. Alors, il faut prendre en compte le relief dans le choix de l'altitude. Maintenant, là, j'ai pris mon gars. J'ai dit que je descendais de Lille à Marseille en utilisant donc un niveau impair. Je vais me mettre au niveau 55, 5500 pieds. Sauf que sur ma route, j'ai déjà le Vercors qui est à plus de 2000 mètres, c'est-à-dire à 7000 pieds. Donc je ne vais pas faire une route à 5005 quand j'ai une montagne en face de moi qui est à 7000. Les avions passent rarement dans les montagnes. Et même si c'est un tunnel, ce n'est pas très pratique. On va éviter. Même s'il y a des Tom Cruise dans Mission Impossible qui arrivent à prendre un hélicoptère dans le tunnel sous la Manche. Ouais. Bon, à part en effets spéciaux, je ne vous conseille pas d'essayer. Ça ne marche pas. Voilà. Donc on va prendre le relief, évidemment. On va s'assurer qu'on peut survoler les reliefs. Mais pas que. Comme je vous ai montré la semaine dernière, il n'y a pas que les reliefs. Il y a aussi les obstacles. Les poteaux, les éoliennes, les antennes, etc. Allez déjà tout bêtement jusqu'à Pont-sur-Yonne. C'est ce qu'on fera quand on fera les baptêmes, là, les triangles. Bah, juste à côté du terrain de Pont-sur-Yonne, vous avez un poteau qui fait pratiquement 160 mètres de haut. Donc la moitié de la tour Eiffel. Il est joli. Hein. Heureusement, il est rouge et blanc et il clignote. Mais il y a quand même des mecs qui sont passés pas loin. C'est arrivé déjà. Personne ne se l'est encore mangé. Mais... Voilà. Donc il va falloir évidemment faire en sorte de tenir compte de tous les obstacles. Il faut savoir aussi qu'un altimètre subit quelques anomalies dès lors que le temps est très chaud. À ce moment-là, la hauteur vraie est supérieure à la hauteur indiquée. Donc ça, c'est pas trop grave. En fait, dès qu'il fait très chaud, eh bien, la hauteur vraie, c'est-à-dire la vraie hauteur, est supérieure à ce qu'il indique. Il a tendance à indiquer moins haut que ce qui est, affiché. À l'inverse, par temps froid, c'est l'inverse. On a une température qui fait que la hauteur vraie est inférieure à la hauteur indiquée. L'altimètre a tendance à indiquer moins haut que la réalité. Bon, plutôt, la hauteur qui l'indique est supérieure à la réalité. Autrement dit, il vous dit que vous êtes à 1000 pieds alors qu'en ce moment vous êtes à 800. Parce qu'il fait très froid. Il fait très froid, l'air est plus dense. Et donc, malgré la variation, même en tenue compte de la pression atmosphérique, il vous donne une fausse indication. Donc, par temps froid, il faut se méfier.
Alors, on va aussi calculer le carburant nécessaire. Alors, les carburants se calculent à l'heure. Alors ici, il y a des règles très compliquées. Heureusement, Obélia, on ne vous pose pas de questions, d'autant plus que ces règles ont changé 3 fois au cours des 5 dernières années. Donc les titulaires de licence PPL, en ce moment, on leur fait des piqûres de rappel. On l'a fait notamment ici il y a pas tout à fait 3 semaines, ici, il y a 3 semaines ou un mois, je ne sais plus. Un samedi matin, on s'est pris tous les pilotes de l'aéroclub et on leur a fait une grosse piqûre de rappel sur la gestion du carburant. Aujourd'hui, la gestion du carburant doit prévoir le roulage, la croisière. Vous devez en permanence être à 20 minutes de réserve du terrain le plus proche, tout en arrivant sur le terrain avec 10 minutes à bord. Alors, donc, si vous êtes en dessous des 20 minutes, vous devez obligatoirement vous dérouter vers le terrain. Et si vous arrivez dans le circuit de piste avec du terrain avec moins de 10 minutes, c'est Mayday. C'est une situation d'urgence. Donc, il y a des règles qui font que vous allez prendre les temps qu'on a calculés grâce aux distances. D'accord ? On a vu ça il y a, c'était la semaine dernière. Voilà, on va remonter un peu plus vite. Voilà. On a pris ici un certain tracé de route. Voilà. On a fait un tracé de route. On a obtenu pour chaque route une distance. Ok ? Là, en l'occurrence, je ne sais plus quelle était la distance, mais si c'est ça, 13,4 nautiques. Ici, 17 nautiques. Et donc, sur chacune de ces branches, ça donne un temps. Alors, je crois que là, il est déjà en temps, directement. On l'a mis en temps. 13,4 minutes. Ici, 17 minutes. Voilà, ça me paraît beaucoup, ça. Une demi-heure pour traverser le Cotentin. Non, ça, c'est des distances. C'est les distances. Donc, les distances, grâce au facteur de base, hein, comme je vous l'ai expliqué, on va calculer le facteur de base, ce qui permet de marquer la route magnétique, la distance. La distance permet de calculer le temps de vol. Grâce au temps de vol, vous connaissez, voilà, mesure de la distance. On va calculer le temps sans vent. Ça, c'est important comme leçon, le facteur de base. C'est le nombre de nautiques que vous faites par minute. En fait, ça, l'unité, c'est des nautiques par minute. Non, pardon, c'est des minutes par nautique. C'est des minutes par nautique. Si je fais 60 sur vitesse, ça fait ça. Ça, c'est le facteur de base. Quel est l'intérêt? C'est que ça vous permet de calculer directement le temps de vol. Je note, j'ai par exemple un avion qui vole à 120 nœuds. Exemple, mon avion vole à 120 nœuds. Mon facteur de base, c'est 60 sur 120, ça fait 0,5. Ça veut dire qu'à 120 nœuds, il me faut 0,5 minutes pour faire un nautique. C'est évident. Vu que 120 nœuds, je fais 120 nautiques à l'heure. Donc ça veut dire que je fais 2 nautiques par minute. Ça veut dire que je fais 0,5 minutes par nautique. Et donc si, comme on vient de le voir, j'ai par exemple de Cherbourg jusqu'à 40 ans, 13 nautiques, eh bien ça devient très très vite évident. 13 nautiques, voilà. Ma distance est égale à 13 nautiques, 13,4 nautiques. Je multiplie par 0,5, facteur de base, j'ai directement mon temps de vol. 6 minutes et demie, 6 minutes, 6,7 minutes, que j'arrondis à 7 minutes. Alors l'intérêt d'avoir le calcul du temps de vol, c'est de remplir la log, c'est-à-dire de pouvoir vérifier à tout moment qu'on est bien dans les temps.
Autrement dit, je pars de Cherbourg, j'arrive à 40 ans, j'ai mis 8 minutes au lieu de 7. Ah, problème, c'est que j'ai du vent de face. Donc, ma durée totale de trajet risque d'être supérieure à ce que j'estimais sans vent. Alors, on va toujours prendre des sécurités, on va toujours rajouter 10%. Hein, partout. Mais je me retrouve à, déjà, dès la première branche, au lieu de mettre 7 minutes, j'en ai 8. Sur un vol d'1 heure, ça veut dire que le vol qui était prévu pour durer 1 heure va plutôt durer entre 1h10 et 1h12. Il y a 15% de temps de vol en plus. 15% de vol en plus, 9 minutes en plus. Sur 60 minutes. On passe de 60 minutes, 1 heure, à 1h09. Autrement dit, je vais consommer 15%, je vais rester en l'air 15% de temps en plus. C'est pour ça qu'on met des points de passage avec des heures de passage. Ça permet de vérifier si on va être à la bourre ou pas. Le fait d'être à la bourre, c'est pas le problème de rater le rendez-vous avec sa copine. Le problème, c'est que si on est à la bourre, eh bien, le temps de vol, c'est aussi du temps réservoir. Ça risque d'être la panne sèche avant d'arriver. J'ai un vent de face monstrueux, j'avance pas, sauf que mon moteur, il tourne. Jusqu'au moment où... plus rien. Voilà. Là, c'est la merde. C'est même la grosse merde. Donc, une des raisons pour lesquelles on regarde le timing, c'est pouvoir, lorsqu'on vole, vérifier qu'on ne prend pas du retard. Parce que la consommation en 1 heure, ce n'est pas la consommation en 1h10. C'est 15% de consommation en plus, 15% de temps en plus, 15% de consommation en plus. Et deuxièmement, le total des branches vous donne le temps total du trajet et donc la quantité de carburant nécessaire. Pour chaque avion, vous devez connaître son autonomie et sa consommation. Donc on a 2 paramètres. L'autonomie, autrement dit, combien de temps vais-je tenir avec le plein? Je prends l'exemple du PA28, là, 180 litres. Bon, il y a 188 litres, mais on vous dit qu'il y en a 8 qui sont inutilisables, parce qu'ils resteront au fond du réservoir. Il y a toujours des recoins dans le réservoir, donc il y a des litres inutilisables, 4 litres de chaque côté, qui restent au fond du réservoir. Et c'est même fait exprès pour que s'il y a de la merde, des impuretés et de l'eau, elle ne passe pas dans le moteur. Donc ça va venir se décanter au fond, et il y a des purges pour ça, justement pour que la merde puisse s'en aller. Donc jamais la prise de carburant ne se fait au fond du réservoir, parce que sinon on va aspirer toute la merde, et là on peut provoquer des gros problèmes sur le moteur. Donc en fait, la prise d'essence se fait un tout petit peu au-dessus. Donc il y a toujours une partie jamais utilisable. Partie non utilisable, dans ce PR28, 90 litres de chaque côté, 180 litres au total. Donc ça, c'est la première chose que vous devez connaître. Autonomie. Autonomie, alors c'est en quantité, par exemple là, 180 litres. Et consommation. Le PA28 a un moteur et c'est donné dans la doc, il consomme 36 litres à l'heure, en croisière. Un tout petit peu plus au décollage, un peu moins dans les phases où le moteur tournera plus lentement quand on est en descente et en approche. Mais ça va être la moyenne, va être la même. 36 litres à l'heure. On a un gros avantage sur cette machine, c'est que ça a un multiple de 9 et ça aussi. Donc ça veut dire que vous consommez 4 gallons à l'heure. Ah, que 180 litres, c'est ni plus ni moins que 27 gallons, si je me souviens bien. Mais bon, grosso modo, 36 x 2, 72, x 2, 144, plus 36, 5. Ça, c'est égal à 5 heures. Donc 36 x 5, vous obtenez ça. 5 x 3, 15, 5 x 6, 30. Donc vous avez 5 heures. Alors l'autonomie sur un avion ne se donne jamais ni en kilomètres, ni en litres. Ça se donne toujours en heures. Ça, le facteur déterminant. Pourquoi? Parce que si vous avez du vent de face et que vous mettez 20% de temps en plus, ben vous allez consommer 20% de carburant de plus. Donc, ce n'est pas la peine de calculer les consommations. Il faut regarder, est-ce que j'ai encore de quoi arriver à destination? Si vous êtes parti avec 2 heures de carburant pour un vol de 1h45 et
que soudainement, vous vous rendez compte qu'avec du vent de face, vous allez mettre 2h15, ça veut dire que vous êtes sûr de tomber en panne avant d'arriver. Vous serez en panne sèche 15 minutes avant d'arriver. Donc ça se terminera dans un champ. Ou pire. S'il y a un champ. Il n'y a pas de champ, ça peut être très très compliqué. Voilà, donc on va calculer le minimum qu'il faut. Donc par exemple, je partirai pour un vol de 2 heures avec ce PR28. Ça veut dire qu'il faut que j'ai au minimum, combien? 72 litres. Mais 72 litres, c'est sans tenir compte, éventuellement, du vent de face. C'est sans tenir compte du fait que je mets en route ici, puis que je vais faire chauffer le moteur, puis que je vais rouler jusqu'au seuil de piste, puis que je vais faire les essais. Donc je vais déjà passer 10 minutes au sol avant de décoller. De l'autre côté, je vais atterrir. Je vais déjà faire un circuit de piste, parce que je n'arrive pas à boum comme ça. Je vais faire un circuit de piste. Et puis une fois arrivé au sol, il faudra que j'ai encore un peu d'essence pour aller jusqu'au hangar. Je ne vais pas aller pousser l'avion jusqu'au hangar. Donc il me faut des réserves. Donc je vais prendre 72 litres en croisière, plus une sécurité pour le vent de 10%. D'accord ? 10%, ça veut dire que je rajoute 7 litres de sécurité. Plus le décollage, le roulage, départ, 4 litres. Roulage arrivé, 4 litres. Okay ? Parce que à 36 litres à l'heure, je passe 10 minutes au sol, 3 litres 60. On dit à 4. Pareil, pour aller jusqu'au hangar, 10 minutes, 4 litres. Donc vous voyez qu'ici, on va calculer carburant emporté, roulage, montée, croisière, descente, arrivée. Et 20 minutes de réserve obligatoire minimale tout le long de la route. Plus 10%, 10 à l'arrivée. Donc ici, j'ai 72. Je rajoute 10%. Allez, 7 litres. Ça, c'est pour le vent. Sécurité. 4 litres au départ, 4 litres à l'arrivée. Le minimum qu'il me faut, 79 et 8, 87 déjà. Et là, c'est ric-rac. Si j'ai plus de vent que 10% de vent de face, je suis dans la merde. Donc évidemment, on va se rajouter. Et puis imaginez, par exemple, vous arrivez à Brest. J'ai 2 heures de vol. J'arrive à Brest. Putain, il y a un mec qui s'est vautré sur la piste. L'aérodrome est fermé. Il faut obligatoirement que j'aille ailleurs. J'ai pas prévu d'essence pour aller ailleurs. Je suis dans la merde. Donc, on va rajouter un déroutement. En général, quand on fait du déroutement, on part du principe on est arrivé là, on s'est mis en attente, on est reparti pour aller ailleurs. Par exemple, je vais à Quimper. Brest est fermé. Alors bon, si Brest est fermé, qu'il y a une grosse cata, les militaires d'à côté de l'Andivisio, ils vont nous accueillir. Mais pas sûr. Il va falloir aller à Quimper, le plus proche. Pour revenir en arrière, pour aller à... Comment ça s'appelle? C'est pas Morlaix, je ne sais plus. Voilà. Donc, en général, on met 45 minutes pour un déroutement. C'est-à-dire le temps d'y aller, de faire un tour et de s'y poser. 45 minutes, ça veut dire qu'il faut que je remette, combien? 27 litres. Donc, si je veux partir l'esprit tranquille, il me faut 114 litres. Alors qu'initialement, juste pour la route, il m'en fallait 72. Il faut toujours prévoir les imprévus. Donc, prendre des sécurités pour le vent. Ça, c'est roulage, départ. Roulage, arrivée. Ça, c'est déroutement, ça s'appelle. Est-ce que je vais éventuellement être pas obligé de faire... Puis des fois, je vais aller dans un coin où je peux me dire la météo à l'arrivée risque d'être vraiment merdique. Si ça se trouve, je vais être obligé de faire demi-tour et de revenir ici. Il faut des fois être amené à prendre carrément le double. Alors, il y a un dicton en aéronautique qui dit « Un avion n'a jamais trop d'essence, sauf quand il brûle ». Qui est quand même un phénomène rarissime, heureusement. Sauf quand il prend feu. Là, effectivement, on est un peu emmerdé. Mais sinon, il n'y a jamais trop d'essence. Donc très souvent, en fait, la quantité d'essence que vous emportez, c'est le plein. Sauf si vous avez beaucoup de passagers, beaucoup de bagages, et que vous risquez d'être plus lourd que la masse maximum de l'avion. Auquel cas, il faudra choisir entre les passagers et le carburant, pour ne pas dépasser la masse maximum. Voilà. Ok, c'est clair pour la question du carburant. Alors, on ne vous fera pas faire au BIA de calcul d'autonomie, carburant, etc. Mais par contre, on peut vous poser des questions sur les stratégies, les réserves, etc. Ok,
OK? Voilà. Si vous êtes en vol VFR, c'est 30 minutes local. Alors, on tient compte du vent. Souvent, on ajoute. Alors, si vous savez que vous allez avoir un vent très très fort, eh bien, il faut tenir compte du vent. Si vous n'avez pas de vent très fort ou un vent quasi nul, vous prévoyez toujours 10% de sécurité. Parce que la météo vous dit, bon, bah, c'est tout bon, il n'y aura pas de vent, rien. Et puis, manque de bol, bah, la météo, ce n'est pas une science totalement exacte. Et vous vous retrouverez avec plus de vent prévu. Ok, on continue. Alors, méthode de navigation, 3 méthodes de navigation. Là, par contre, il y a des questions. Première méthode de navigation, celle-là. Le cheminement. En effet, vous êtes en vol avec, en règle générale, des règles VFR. Vous n'êtes pas des pilotes professionnels et les questions qu'on vous pose au BIA sont celles du PPL standard, du PPL normal. La licence classique de pilote privé, c'est des questions communes aux planeurs, aux pilotes privés, VFR. Vol à vue, il fait du cheminement. Qu'est-ce qu'on fait en cheminement? Eh bien, on regarde. Oh, je suis une route. Oh, le bled. Oh, la voie ferrée. Oh, la ligne de haute tension. Comme on en voit plein, alors ça c'est une carte au 1 millionième, elle est moins précise que la carte au 500 millième, mais je vous ai montré qu'on a dessus les autoroutes, les principales agglomérations. On a même beaucoup mieux quand on va sur les cartes au 500 millième. Ah oui, je l'avais partagé sur cette machine. La carte que je vous ai montrée de Melun là, et du secteur, la carte autour de Moret. Mais si je prends celle-ci, bah tiens, je vais faire ça. Ah bah c'est bon, parce que comme la session Teams est là-dessus, je peux la partager. Voilà. Je vais vous partager ça. Je vous remontre. Ah, tac. Yes. Je vais aller l'afficher. Où est-ce que je l'avais trouvé déjà, elle était où la carte? Je ne me rappelle plus où elle était. Elle n'était pas dans l'image, elle n'était pas dans le machin, elle n'était pas dans les Rex. Si, c'était pas ça. Fiche incident, autre. Non, c'était pas dans les Rex. Tac, tac, tac. C'était pas là-dedans. C'était pas là-dedans. C'était pas là-dedans. Formation campagne, voilà, c'était là. Pardon. Voilà, je vous donne une petite carte au ACI. Voilà. Ok, que je vais aller partager avec tout le monde. Comme ça. Ah ouais, mais vous ne la voyez pas. Ah merde. C'est un peu con. Donc, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose suivante. Je vais faire ça. Je vais ouvrir une session Teams ici aussi. Comme ça, je vais regarder sur Teams. Non, mais c'est pas la peine de vous connecter, je vais la projeter là. Je vais me connecter là-dessus. Voilà. Je vais me connecter là-dessus. Allez, dépêche-toi. Hop. Persuadez-le. En seconde, le temps qu'il me la démarre. La session. Comme ça, tout le monde la verra. Off, je partage. Alors, le principe donc de... Voilà, je partage. Le principe du cheminement. Et je vais grandir un peu. Voilà, j'ai mis même des cercles à 5, 10, 15 et 20 nautiques. Ah. Eh bien, supposons que je veuille aller de Moret à Bulot. Ok, allez, zoom. Et ça, je vais tout arrêter. Je sens le aussi la vidéo, sinon je vais avoir des problèmes. Ah.
Voilà, allez. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur une carte, tac, ça je m'en fous, voilà. Participant, voilà. Donc ici, boum, ça. Bien. Voilà. Donc tout le monde voit la carte. Voilà, par exemple, je veux aller de Moret sur loin, je décolle et je veux aller à Buneau-Bonnevaux. Eh bien, je vais tout simplement prendre un cap à l'ouest, plein ouest, hein, au 270. Et pour m'assurer que, éventuellement, que je n'ai pas, par exemple, imaginons que je pars aujourd'hui, voilà, on a un vent d'est, bon, c'est pas grave. Imaginons que vous soyez à Moret, vous décollez, vous voulez aller à Buneau-Bonnevaux, et vous avez un fort vent du sud. Donc un fort vent du sud qui fait que ça va dériver. Eh bien, pour vous assurer que vous ne dérivez pas, vous avez des repères au sol pour vérifier que vous êtes toujours bien. Parce que vous avez vu que pour aller de Moret à Buneau, je me regarde, mon compas, je le mets au 270. Sauf que si je mets mon compas au 270 et que j'ai un vent fort du sud, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais beau avoir mon compas au 270, je vais terminer dans l'armoire qui est là-bas. D'accord? Parce que je vais être poussé vers le nord par le vent. Eh bien, le cheminement me dit que si je longe la vallée du Loing, puis que je suis cette voie ferrée, alors celle-ci, vous aurez du mal à la suivre parce qu'elle est désaffectée depuis très longtemps et s'est transformée en un paquet de buissons. Mais vous voyez qu'à un moment donné, vous passez l'autoroute. Si passé un certain temps, vous ne voyez toujours pas arriver l'autoroute, ça veut dire que vous êtes en train de faire ça. Hein. Et si surtout l'autoroute est sur votre côté, c'est qu'il y a un vrai problème. Vous êtes censé la croiser. Bon voilà, on va faire du cheminement. On va repérer des choses importantes. Voilà, je vais passer ici, je vais longer la voie ferrée, je vais passer le château de Mouron-Marlotte, je vais traverser l'autoroute, juste après j'ai la Chapelle-la-Reine, je vais avoir un bosquet devant moi, entre les champs, donc une série de forêts que je vais bien voir. Et normalement, derrière ces forêts, je dois voir arriver Buneau. Et si je ne le vois pas, parce que Buneau c'est super, c'est vert au milieu du vert. Hein. C'est des pistes en herbe au milieu de champs. Donc, dans le genre pas évident à repérer, c'est pas mal. Bon, heureusement, il y a des hangars tout autour. Donc, déjà, ça aide. Mais si vous voyez arriver une vallée ici, avec une rivière au fond et à gauche une grande ville qui s'appelle Malesherbes, c'est qu'il y a un problème. Et que le machin, il est derrière vous. Vous êtes allé trop loin. Voilà du cheminement. Alors, on peut utiliser pour le cheminement plein de choses. Alors, il y a des trucs faciles à repérer comme des autoroutes. Il y a des choses aussi très faciles à repérer comme par exemple ici, des lignes à haute tension. Alors surtout que celles-là, elles sont très très faciles à repérer vu qu'elles sont très importantes. C'est carrément des rangées de poteaux et de lignes à haute tension qui viennent en fait des centrales nucléaires de la vallée de la Loire, qui arrivent ici, dans un endroit qui s'appelle les Renardières, qui est un centre d'interconnexion national. Les Renardières, c'est l'interconnexion de tout le réseau français commandé d'ici. Bon, en fait, tout n'arrive pas ici, mais c'est d'ici qu'ils commandent l'interconnexion des différents nœuds du réseau. On a d'autres choses intéressantes. Les voies ferrées sont des choses intéressantes. Les rivières. La Seine, ici, est un repère très intéressant. L'Yonne, qui descend là, permet, par exemple, de se rendre au terrain de Pont-sur-Yonne. Hein, ici, là, en l'occurrence, on ne le voit pas très bien, mais je vais peut-être le déplacer un peu. Voilà. Je vais aller à Pont-sur-Yonne. Je vais de Moret à Pont. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose, mais je verrai bien la ville de Monteros sur ma gauche. Puis ensuite, je suivrai la vallée de Lyonne et j'arriverai à Pont. Et en plus, en face, j'ai ce fameux poteau là dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord, qui lui-même posé sur une colline à 600 pieds. Donc, il est sur une colline. Et en plus, le poteau, là, il fait 650 pieds. Je disais 180 mètres, non, c'est 195. Je vous mets à peu près d'un ordre de grandeur, mais lui, on le voit bien. Donc, si vous voyez le poteau, c'est que le terrain, il est juste en dessous. Voilà du cheminement. Première méthode de navigation. Donc, je vais arrêter ce partage.
bloque tout là, voilà. Ça va nous permettre de réavoir la caméra qui nous montrera les méthodes de navigation. Donc cheminement, on suit les lignes du relief, les cours d'eau. Et les cartes sont assez bien faites, il y a plein de choses dessus. Il y a les villes, les routes, les cours d'eau, les voies ferrées, les lignes électriques et les principales villes. Voilà. Deuxième méthode, l'estime. L'estime, c'est je prends un cap. Je suis par exemple très très haut, donc il y a tout se ressemble. Mais je sais que... Non, je vais reprendre le partage. L'estime, qu'est-ce que c'est que l'estime? Je repartage la carte. Je veux aller de Moret à Pont-sur-Yonne. Je veux aller de Moret à Pont-sur-Yonne. Voilà. Je suis ici. Voilà. Je sais que pour aller de Moret à Pont, je vais avoir un cap légèrement est, très légèrement sud-est. Je prends mon rapporteur, 90, allez, 95, entre 95 et 100. Imaginons 100, cap au 100. Je prends ce cap et là, avec mon double décimètre, je mesure la distance 25 nautiques. J'ai un avion qui vole à 120 nœuds, 25 nautiques, facteur de base 0,5. Combien de temps? Attends, calcul mental, il faut que ça fonctionne pour être pilote. C'est pas des maths, pilote, mais par contre, calcul mental, oui. J'ai dit 120 nœuds, facteur de base 60 sur 120, 0,5 nautique, 0,5 minutes par nautique. Donc là, j'ai 25 nautiques. Combien de temps? Multiplié par 0,5, la moitié. 12 minutes et demie. Je décolle de Moret. Je me mets au 0,10, au 100, pardon, 400. Top chrono. Dans 12 minutes 30, il faut que je passe au-dessus de pont. Je sais que j'ai 12 minutes 30 à faire. Dans 12 minutes 30, je dois être là. Ça, c'est ce qu'on appelle la navigation à l'estime. Alors, trouver un terrain, pas forcément évident. Mais si, par exemple, je fais une route par là, je sais que là, j'ai, par exemple, 30 minutes, 30 nautiques pour être au-dessus de la ville de Sens. Il faut un vrai repère, repérable facilement. Plus souvent, évidemment, idéalement, ça, un VOR, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que là, j'ai un instrument à bord, le VOR, qui me dit que je suis au-dessus. Parce qu'il bascule de tout à from. Donc même si je ne la vois pas, l'antenne, et d'ailleurs c'est très difficile à voir, au moment où je passe au-dessus, elle bascule. Ça veut dire que boum, top. Donc par exemple là, tu vois, j'ai 30 nautiques, là j'en ai 25, là j'en ai 30. Je vais par exemple, je vais à Strasbourg, je vais passer vertical de ce bord, et bien je vais noter dans ma log que dans 30 nautiques, c'est-à-dire 15 minutes, je dois passer vertical de BRY. BRY 114.1. Alors, ne le cherchez plus, il n'existe plus. Il a été débranché. Comme pratiquement tous les VOR, je vous l'ai expliqué, on est en train de les débrancher les uns après les autres. Lui, là, par contre, il va survivre encore un certain temps. Ils en ont besoin comme secours pour les approches vers Orly. Les voici. Il en restera quelques-uns, un peu partout en France, dans l'axe des pistes des grands aéroports. Qui sera juste de la sécurité au cas où il y a un gars qui se pointe, il n'a plus rien à bord, il n'a plus de GPS, il n'a plus rien. Et demain, tout ça, ça va disparaître aussi, malheureusement. BRY, il a déjà disparu. Au-dessus, là, on a MLN, Melun. Il sera arrêté dans l'année. Normalement, il devrait être fermé 2025-2026. Il va disparaître aussi. On avait Pithiviers, là, qui a été débranché aussi, mais il y a déjà longtemps, il y a déjà 3 ans. Donc,
Mais imaginons qu'on voulait aller ici sur BRY, voilà, eh bien, je prends mon cap, là, 0,80, distance 30 nautiques, temps 15 minutes. Je pars, dans 15 minutes, je dois être vertical de Bray. Si, au bout de 15 minutes, je ne suis pas, ben, je suis où? Si je passe à 14 minutes à Bray, c'est bon. Ça veut dire que j'ai du vent dans le dos. Inversement, si je n'arrive à break au bout de 16 minutes ou 17 minutes, ça veut dire que j'ai du vent de face. J'ai pris du retard. Donc je recalcule toute la suite. Okay, voilà. Ça, c'est le calcul. Ça, c'est ce qu'on appelle l'estime. On arrête le partage. Voilà. Et donc, je reviens à ça. Voilà. On suit un cap. On utilise une montre qui fait partie des 5 instruments obligatoires. Je vous rappelle la liste des 5 instruments obligatoires. Anémomètre, on commence par ça. La vitesse s'établit. Anémomètre. Altimètre. L'altitude, c'est ton assurance vie. Tu as une panne, plus t'es haut, plus t'es en sécurité. La bille, qui permet de savoir si on dérape ou pas. Le compas et la montre. Et ça, tout le monde l'oublie. Et donc, il faut avoir une montre pour pouvoir naviguer à l'estive. Si on n'a pas une montre, et normalement, alors, en France, il faudrait que je vérifie, et la réglementation américaine prévoit que vous avez une montre avec une trotteuse qui vous permet de chronométrer et de déclencher le compte des secondes. Celle-ci est le cas. Je l'ai d'ailleurs acheté pour faire de l'IFR. Voilà. Évidemment, les repères intermédiaires vous permettent de vérifier corrigément. Enfin, vous avez la radionavigation. Je suis dans la purée totale. Au lieu de prendre mon compas et puis à vue de voir que j'arrive bien au-dessus de... Alors, bref, justement, c'était le mauvais exemple, c'est ça. Mais je vais vers Sens, par exemple. Je prends une route à Sens. Au lieu d'aller à Pont, je vais à Sens. Je vais au 110. Bah, au bout de 15 minutes, c'est-à-dire 30 nautiques, est-ce que je suis au-dessus de la ville de Sens? On le voit. Enfin, c'est un gros repère, facile à repérer. Après, la radionavigation, c'est par exemple, je prends un VOR et je suis un radial du VOR. Et je peux comme ça naviguer. Ah, je pars de là. Bah, je vais utiliser, je vais aller jusqu'au VOR de Moulins. Lui, il existe toujours. Voilà, MOU. Puis ensuite, je vais prendre le VOR de Orange, ici Montélimar, qui va me permettre de faire mon approche sur Marseille. Bon, là, je prends des distances colossales. On essaie de prendre des repères. En VFR, on va prendre des repères intermédiaires. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins des voies. Aujourd'hui, la radionavigation avec l'ADF, c'est plus possible. Ils ont été presque tous débranchés. Il ne reste que les locateurs des terrains. Donc lui, on ne voit pas très loin. Il a 10 à 20 nautiques de rayon. Les VOR, ils avaient entre 50 et 150 nautiques de rayon, selon la nature. Mais on est aussi en train de les débrancher les uns après les autres. Donc aujourd'hui, bah, finalement, c'est le GPS. Vous faites votre route GPS et vous tenez votre route GPS. Et vous vérifiez au fur et à mesure que les temps intermédiaires sont bien respectés. C'est une forme de radionavigation. Vous suivez des points de repère de votre route GPS. Et vous êtes responsable, évidemment, si vous n'êtes pas en espace contrôlé, de classe C ou moins, il n'y a pas, même en classe D, il n'y a pas de service d'anti-abordage. C'est à vous d'être en voir et éviter. Autrement dit, il faut en permanence regarder autour quelles sont les menaces. Voilà. Alors, bah, méthode de navigation, voilà un exemple, cheminement à vue. Voilà. Je pars d'Amiens, voilà, je vais suivre l'autoroute, la route, je passe à Roye, là je vais suivre la voie ferrée, par exemple, pour aller à Péronne. Ah, là, il nous faut un aller-retour sur Péronne. D'Amiens, je pars, je vais à Péronne. Là, je peux suivre un certain nombre de choses. Là, j'ai une route, ça tombe très bien. Voilà. Ici, méthode navigation, cheminement, je suis la Somme à l'est jusqu'à Péronne, puis ensuite au sud-ouest, je suis la voie ferrée jusqu'à l'autoroute. Voilà. Et là, il faut un triangle. Voilà. Voilà une navigation. D'Amiens, on suit la route jusqu'à Péronne. De là,
On va suivre la voie ferrée Lille jusqu'à Roye. Voilà, il reprend la voie ferrée jusqu'à Roye. Et à Roye, on suit l'autoroute retour à Amiens. Voilà une méthode de navigation à vue. Okay. Cheminement radionave depuis Beauvais. On va prendre un QDM 70 de Montdidier. QDM, machin. Voilà. Voilà un exemple. On va faire de la radionave. On part de Beauvais. On va utiliser ce VOR ici, là. Tac. On va suivre ce radionave. Ici, on va suivre ce NDB, là, Compiègne. C'est un locator. Et puis, on va revenir avec le VOR de Beauvais. On va prendre 3 signaux radio. Un VOR sur 113.65, un ADF sur 558.50. On va revenir avec un VOR sur, où il est, 115.9, DVS. 115.9. Alors, inutile de vous dire, celui-là, il n'existe plus. Et celui-là, je crois je pense que ça fait partie des derniers locators qui sont en train d'être débranchés, parce que depuis que Creil est fermé, ils ne servent plus de locataire de confiance. Donc, malheureusement, la radionave, là, à l'ancienne. Alors, ça, c'est des questions qui sont encore, alors que les aides de radio n'existent plus. Donc, on prépare ça, voilà, on prépare tout. On va consulter, bien entendu, aussi ce qu'il nous faut au départ et à l'arrivée. Les cartes VAC. Visual Approach Chart. Visual Approach. Approche à vue. Déjà, première chose, lecture d'une carte VAC. Elle vous présente un certain nombre de choses. Les itinéraires à utiliser pour parvenir jusqu'au terrain. D'accord ? Donc Brest, Guy Pavas, et où ? Sur cette carte-là, vous le voyez ou pas ? Bon, c'est très 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 merdique. Là. Il est là, ici, là. C'est juste sous le truc qui est là, BGP 350. Mais on va vous mettre plein d'autres informations, et notamment les itinéraires d'approche pour rejoindre le circuit. Ou les itinéraires donc pour se présenter en destination du circuit, ou les itinéraires de transit si vous n'allez pas là, de façon à ce que vous ne soyez pas n'importe où dans le secteur. Que les contrôleurs sachent où vous êtes. Alors, on va regarder aussi la carte VAC. La première chose qu'elle vous donne, et c'est super important ce cartouche, Visual Approach Chart. Il vous dit déjà si le terrain est ouvert à la circulation aérienne publique ou s'il est restreint. S'il est restreint, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y aller quand vous voulez. S'il est ouvert à la CRP, vous y allez quand vous voulez. Vous ne demandez l'autorisation à personne. C'est uniquement en arrivant que vous contacterez la tour, éventuellement s'il est contrôlé, ou que vous annoncerez votre arrivée s'il ne l'est pas. D'accord ? Vous savez donc s'il est restreint, vous avez forcément quelque part dans la carte VAC les coordonnées du gestionnaire à qui il faut demander l'autorisation d'y aller. Si c'est restreint, ça peut être restreint pour plusieurs raisons. Ça peut être restreint parce que c'est privé, il faut une autorisation pour y aller. Ça peut être restreint parce qu'il vous faut une qualification pour y aller. Exemple, les altisurfaces en montagne, Courchevel, restreint. Si vous n'êtes pas qualifié montagne, vous n'allez pas à Courchevel. Ça peut être parce que, pour des raisons de limitation de trafic, ça a été le cas, par exemple, pendant très longtemps, à Joigny, pas loin d'ici. Joigny est un terrain à usage restreint. Parce que Joigny n'était autorisé qu'aux gens basés à Joigny et 4 ou 5 terrains autour. Tous les autres devaient demander une autorisation. Vous avez d'autres terrains restreints comme ça. La Ferté-Alais est un terrain à usage restreint. C'est un terrain privé. Il n'est pas ouvert à la circulation aérienne publique. Il faut obtenir l'autorisation de Mme Brigitte Salis pour pouvoir y aller. Et en plus, il y a des conditions. C'est difficile d'accès. Vous avez l'altitude, 325 pieds. Ses coordonnées, mais surtout les fréquences. Vous avez ici un ATIS, qui n'est pas donc, il n'y a pas, alors il y a un, si, ATIS va vous donner des informations météo et de vol. Vous avez une approche, une fréquence d'approche ici dans ce secteur qui va être Landivisio 122.4, qui va gérer l'approche, qui va ensuite vous faire passer sur la tour Tower 120.1. Donc c'est un terrain contrôlé. Vous avez plein d'informations super intéressantes. Vous avez une autre information, c'est quels sont les aéronefs autorisés.
Les avions sont autorisés, les hélicoptères sont autorisés, et on vous dit attention, il y a de l'activité voltige. Autrement dit, il y a une boîte de voltige. Et en effet, ici, il y a un symbole voltige 6360. Ce numéro-là vous permet de savoir quelles sont les délimitations latérales et verticales et quelles sont les heures d'activité de cette boîte voltige. Donc, ne trouviez pas à traverser ce truc pendant qu'un mec fait des loopings dedans. Ça ne se finit pas bien. Okay, voilà. Donc, vous avez plein d'informations intéressantes, notamment par exemple ici, Brest, je ne peux pas y aller avec un planeur. Interdit. Je ne peux pas y aller avec un ULM. Planeur ULM à Brest, niet. Alors que si je prends une autre carte, éventuellement, tout à l'heure, je vous en montrerai d'autres où c'est possible. On continue. On va accélérer un peu parce qu'il est déjà 6h25. Alors, ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est le tour de piste. À nouveau, là, il faut que je mette les données en français. Parce que je l'ai uniquement en anglais sur celui-là, mais je vous le referai en français. Alors, ça, interdit en France. Sauf si vous êtes sur un terrain contrôlé et que le contrôleur vous y autorise. Ça, l'entrée directe ou l'entrée en base, c'est pas conforme. La règle, c'est ça. Début de vent arrière. Ça, c'est vent arrière. Downwind leg, vent arrière. L'entrée dans un circuit d'aérodrome se fait par la vent arrière. Alors, le véritable début du vent arrière, c'est au plus tard travers du seuil de piste opposé. Ça, c'est l'entrée de la vent arrière. Et il n'est pas question d'arriver ni comme ça, ni au-dessus, vers bottom. D'autre part, s'il y a déjà quelqu'un qui est là, que vous arrivez, qui est prioritaire? Celui qui est déjà dans le circuit. Le principe du circuit de piste, c'est qu'il protège ceux qui sont dedans de l'arrivée des autres. Celui qui est déjà dans le circuit est prioritaire sur ceux qui arrivent de l'extérieur. Autrement dit, si un type là est en vent traversier et va commencer en vent arrière, vous ne lui brûlez pas la politesse en passant devant lui. Vers bottom. Et après, il y a des règles de priorité. C'est celui qui se pose est prioritaire sur celui qui décolle. Et donc, quand il y en a deux qui se posent, celui qui est plus bas est prioritaire sur celui qui est plus haut. Sans compter les règles de priorité à droite, dont on va parler après. Alors, en France, l'entrée, parce que les Anglais, ils ont encore des règles à la con, mais la règle en France, et c'est la règle en général EASA dans tous les pays d'Europe, et c'est rappelé par l'arrêté de 91, l'entrée se fait ici. Vente arrière. En vente arrière, on va s'assurer qu'on a la configuration pour pouvoir se poser. On prépare son avion avec toute une série de choses qu'on verra en vol. Ça ne fait pas partie de navigation sécurité, ça c'est de l'apprentissage du pilotage. Puis ensuite, on va se mettre en descente de façon à intercepter la finale. C'est ça le principe. Et ça s'appelle, c'est la manœuvre standard en vol à vue. D'accord ? La manœuvre standard en vol à vue, c'est en général à gauche. Il peut y avoir des terrains où le tour de piste se fait à droite, mais c'est rare. Et c'est annoncé sur les cartes VAC. Le tour de piste se fait en général à gauche. C'est notre cas ici à Coulommiers, où quand on atterrit en 09, le tour de piste se fait à gauche. Par contre, en 27, le tour de piste est à droite. Le tour de piste est au nord. Donc, ici, Coulommiers, ça serait ça. Hein. Si on était là, 27,09, voilà. Eh bien, quand on se pose en 09, c'est tour de piste à gauche. Et là-bas, au fond, au nord du terrain, on tourne à gauche et là, on se met en descente pour aller intercepter la finale. Ça s'appelle une PTL, prise de terrain en L. 1, 2. L'objectif est d'arriver dans la finale à la bonne hauteur, sur le bon plan, avec la bonne vitesse. Axe, plan, vitesse. Voilà. Donc, on va faire une étape de base qui est perpendiculaire à la piste. Et on va se prendre ici l'approche finale, alias la finale, qui va permettre de venir se poser
sur ce qu'on appelle le point d'aboutissement. C'est là qu'on veut arriver. Il n'est pas l'endroit où les roues vont toucher. C'est l'endroit où la trajectoire de l'aéronef vise le sol. Ça, c'est mon point d'aboutissement. Et en fait, le point d'aboutissement va se trouver être, avant, je vais faire un arrondi. Autrement dit, je vais redresser le nez de l'appareil, je vais me mettre parallèle au sol. Et comme je suis parallèle au sol et que la puissance est coupée, et bien forcément, il va se poser. Il va se poser avec un angle très faible. Et donc, en fait, les roues vont toucher un peu plus loin. Mais si je vise cet endroit, ben, je vais toucher là et je vais me vautrer ici. Donc, parfois, sur certains avions, il faut carrément viser un point qui est parfois 50, 100, 150, 200 mètres avant la piste. C'est le point d'aboutissement de ma trajectoire. Et comme je vais de façon arrondir, je vais être au-dessus du goudron quand j'aurai fini mon arrondi, et je vais finir par me poser. Dans certains cas, notamment si la piste est très courte, il faut impérativement que je touche sur le début de la piste. Il ne faut pas que je vise la piste, sinon ben, j'aurais bouffé la moitié de la piste avant que les roues me touchent. Voilà. Ça, on verra ça en vol. Donc voilà la PTL. Vente arrière, étape de base, finale. Et ça permet de se poser et de contrôler sa vitesse s'arrêter. Au décollage, on a évidemment décollage avec montée initiale. Ça s'appelle montée initiale. Et ça s'appelle vent traversier. Crosswind. Effectivement, mon vent, il vient comme ça. Là, je l'ai dans le dos. Là, je l'ai de face. Ce que vous ne voyez pas ici, ce qui devrait être sur ce dessin, c'est que là, si je me pose comme ça, c'est parce que le vent est là. On se pose toujours face au vent. On décolle toujours face au vent. OK? C'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, continuons. Préparation de la navigation. Bon, en cas de panne radio, la tour peut communiquer avec le pilote par signaux lumineux. Alors, je vous donnerai un petit mémento là-dessus. Parce que ça, c'est invitable. Aujourd'hui, les pilotes PPL doivent connaître ça. Malheureusement, ils ne les connaissent pas toujours. Ils ne les connaissent pas toujours. Et donc, comme ils ne les connaissent pas toujours, on leur met systématiquement à bord des avions de jolis petits mémentos leur permettant de se rappeler comment ça fonctionne. Et donc, je vous donnerai le petit mémento qui va bien. On a ça quelque part par là, des théos. Voilà, Tagadagada, SGS. Tac, Rhino, Super IP. Ah bah non, je n'ai pas là-dessus. Ouais, bah c'est pas grave. Là où je le trouve. Je vous donnerai un petit machin, un petit truc sympa qui permet de se rappeler quels sont les signaux à utiliser, quels sont les signaux utilisés par le contrôle si jamais vous êtes en panne radio. Vous avez reçu, vous arrivez sur un circuit, vous n'avez pas de radio. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs quand vous êtes en panne radio sur le transpondeur? Transpondeur, ça c'est des questions que l'on pose. Lorsque vous êtes en VFR normal, votre code, si on ne vous dit rien, standard, c'est combien? Oui, c'est ça. Alors 7000 pour le VFR standard, panne radio, effectivement 7600. Okay. Détresse absolue, gros pépin, une merde totale, Mayday, Mayday. Combien? 7700. Voilà, c'est Mayday. Et détournement? Ajax, ouais, 7500. Donc ça, c'est attaque, détournement, etc. Okay. Détournement. Si vous mettez 7500 sur le transpondeur, en nav, le contrôleur ne vous demandera plus rien, mais là où vous allez vous poser, vous aurez plein de petites camionnettes bleues avec des mecs en uniforme, armés jusqu'aux dents. Bon, ceci dit, sur un VFR, il vous posera des questions. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? C'est bon votre code? Okay. Confirmez le code. Voilà. Donc vous êtes en panne radio. Vous ne pouvez plus communiquer avec la tour vous donnera des signaux lumineux.
Vous avez éventuellement une fusée rouge. Vous voyez une fusée rouge qui monte, c'est interdiction d'atterrir. Le terrain est fermé, il est dangereux, etc. D'ailleurs, la tour peut elle-même être complètement à l'inverse. Vous, tout va bien, vous avez de la radio et tout, vous entendez les autres. Et la tour est en panne complète, plus d'électricité, plus rien, plus de contrôle, plus de radio. Les mecs, ils sortent, ils tirent une fusée rouge. Ça veut dire, terminé, plus personne ne se pose, vous vous cassez tous, vous vous démerdez pour aller ailleurs. Les fameux 45 minutes de fuel supplémentaire, là, ils vont bien servir. Vous arrivez quelque part, vous voyez une fusée rouge, la tour de contrôle, ça veut dire que c'est le gros bordel par terre. Okay, voilà. Donc je vous donnerai une jolie petite image qui résume ça. Je regarde si je l'ai sur l'autre machine. Mais finalement, c'est pas mal d'avoir deux machines. Toc. Donc j'avais ça dans le DTO, ici. Voilà. Déclaration de DTO, info à bord. Voilà. Interception, signaux, ERA22. Donc règle de l'air. Voilà. Alors non, ça c'est les signaux au sol. Voilà, superbe. Bien. Je vais vous le partager à tous. Je vous le mettrai sur le drive, ça, parce que sinon, c'est effectivement toujours galère. C'est toujours galère. Donc voilà le mnémotechnique. Vous l'avez dans les docs qui sont aussi sur le drive, les docs de révision. Dans les manuels de révision, vous les avez. Donc voilà le résumé. Voilà le résumé en circulation d'aérodrome. Voilà, toc. Maintenant qu'il est partagé, je passe là-dessus. Voilà, pour que mes chers ouailles ici présentes puissent les voir. Voilà, vous avez donc feu vert continu, ça veut dire que vous êtes autorisé à décoller ou que vous êtes autorisé à atterrir. Ok. Feu rouge continu, ça veut dire que vous vous immobilisez. Feu rouge continu, ça veut dire que vous restez dans le circuit de piste, vous n'atterrissez pas. D'accord. Autorisé à décoller, autorisé à atterrir. Un feu rouge continu, céder le passage, rester dans le circuit. Tu restes en l'air. En attendant qu'on te donne une autre instruction. Là, sinon, c'est stop, bouge plus. Feu discontinu, c'est revenez pour atterrir. Voilà. Vert discontinu. Et ça, c'est autorisé à rouler. C'est pas autorisé à décoller. Hein. Ça, c'est revenez dans le circuit. Et ça, c'est autorisé à rouler. Rouge discontinu, c'est rangez-vous, retournez au parking. Et là, ça, c'est n'atterrissez pas. Ça, c'est attendez, ça, c'est n'atterrissez pas. Et des fois, c'est un peu zarbi. Éclat blanc, atterrissez à cet aérodrome et c'est bon. Retournez au point de départ. Et le feu d'artifice rouge, que l'on ne voit même pas là d'ailleurs, ils ne l'ont même pas mis. Feu d'artifice rouge, quelles que soient les instructions, c'est terminé. Barrez-vous. Donc c'était, voilà, c'est le petit mémo, c'est le petit mémo de ce que l'on a de ce qui est utilisable pour ça. Alors on va finir rapido, il me restera une vingtaine de slides, mais elles vont très vite. Bien évidemment, avant le départ, vous regardez ce qu'on appelle les NOTAM, Notice to Airmen. Donc c'est toutes les informations que l'on peut avoir, toutes les informations dont certaines peuvent être diffusées qu'éventuellement 1 ou 2 heures avant que vous partiez. Vous voulez aller de Cherbourg à Brest, et bien 2 heures avant de partir de Cherbourg, Brest ferme. Boum, Brest fermé, pour X, Y, Z raison. Ici d'ailleurs, on peut avoir ça souvent dans la région parisienne. Imaginons que vous êtes, je ne sais pas moi, à Moret, vous prenez l'avion pour venir ici à Coulommiers, et vous apprenez par un NOTAM que la piste en mur est utilisable, mais que la piste en herbe est fermée. Parce qu'ils sont en train de la tondre. Ils vont tondre la piste, ils ne vont pas laisser les gens atterrir avec un tracteur au milieu. Ça ne se termine pas bien en général. Voilà. NOTAM, super important. Les NOTAM, on les trouve sur une structure qui s'appelle Sophia Briefing. NOTAM, Notice to Airmen. Voilà. Donc ça, c'est des informations de dernière minute. Alors ça peut être des trucs tout à fait banals, du style, il y a une grue là-bas. Voilà, c'est un obstacle. Donc comme elle n'est pas sur les cartes, elle est dans les NOTAM. Ça peut être des choses plus importantes, comme
des restrictions de circulation sur certains taxiways ou des choses comme ça, où il y a que la piste est fermée, voire que tout est fermé, ou que certaines zones vont être interdites. En particulier dans les notables, vous trouvez l'activation du réseau basse altitude, le RTBA. Vous voyez les couloirs là, bordés de rouge, c'est les couloirs d'entraînement des avions de l'armée de l'air. Ces couloirs, qui sont des R quelque chose, sont activables sur demande. Ils peuvent très bien les activer. Alors en général, c'est 24 heures de préavis. Vous savez la veille quels sont les couloirs qui seront actifs le lendemain. Avec de quelle heure à quelle heure. Je peux vous le montrer. On va faire ça avec un partage. Donc je vais utiliser, non pas AeroWeb cette fois-ci, mais Sophia Briefing. Sophia Briefing, voilà. Préparation, où je me connecte. Alors, attendez, je vais vous montrer où c'est. Je vais d'abord partager, comme ça tout le monde le voit. Voilà. Partage. Partage. On va partager. The machin. Voilà. Voilà. Ici, j'ai un truc qui s'appelle Sophia Briefing. Ici, voilà. Vous avez. Ça me fait réduire l'antenne. Ah, maintenant, ce que je peux faire, c'est ça. Est-ce que je peux le mettre en plein écran, lui? Voilà. Bon, c'est bon, vous voyez. Sophia Briefing. Voilà, sur Sophia Briefing, on peut préparer les vols. Donc, grâce à la préparation des vols, on peut déposer des plans de vol et des choses comme ça. Mais si je prends, par exemple, ici, une navigation, voilà, en navigation, bon, je vais dire que je pars là maintenant, ouais. Allez, on va dire que je pars à 17h10. Je pars de LFPK, ici, Coulommiers, voilà, et je vais à, pouf, qu'est-ce qu'on va prendre comme truc? Je vais à destination de, tiens, on va se prendre LFPN, Toussus-le-Noble. Je vais ici, je reste dans la région parisienne, voilà. Et je vais juste prendre, ici, autres options, route étroite, voilà. L'erreur saisie, ouais, bah bien sûr, parce que voilà, on va dire que je pars à 18h. Voilà, aérodrome de descente. Ah putain, il m'énerve. Ça, je trouve ça très con, comme ergonomie, ce machin. Quand il y a un paramètre qui ne veut pas, il vous oblige à tout ressaisir. Voilà. Dans les 12 prochaines heures, alors je peux rechercher les notables pour plus longtemps que ça. D'accord? Mais je pars à 18h, je regarde pour les 12 prochaines heures. Je ne vais pas aller très 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 haut, je vais prendre jusqu'au niveau 35. Voilà, et sur 30 nautiques, voilà, demi-couloir, et je ne prends que les règles VFR. Voilà, voilà la liste des notables. Voilà à quoi ça ressemble, les notables. Ok, donc on les a là, voilà. Voilà, vous avez par exemple ici, je vais commencer par ça, installation et service sur Coulommiers. Voilà, à Coulommiers, déjà, voilà. On commence par l'aérodrome de départ, Coulommiers. Je vous dis que, ici, LFPK, piste non revêtue, 09 droite, 27 gauche, fermée. Bon, c'est la piste en herbe là-bas au fond, donc quasiment personne ne se sert. Et comme tous les hivers, elle est détrempée et qu'en plus, on a les sangliers qui viennent y faire des trous, ben, en ce moment, comme d'habitude, elle est fermée. Et vous avez les validités. Ce notable, il est valide du 27 février à 9h32 jusqu'au 28 mars, 11h. Ça ne veut pas dire que le 28 mars, ce sera forcément réutilisable. Si ça se trouve, le 28 mars à 10h30, ils repassent un nouveau notable pour repartir pour un mois. S'ils n'ont toujours pas rebouché les trous et que c'est toujours aussi mou. Voilà. Alors, 09, attendez, 09 droite, 27 gauche, c'est la piste des planeurs. Donc, les cocos des planeurs, ils sont tout le temps dans la merde, hein, parce qu'ils ne peuvent absolument pas voler. Ils ne peuvent rien faire jusqu'au 28 mars. Donc, même si c'est beau, nada. En plus, la bande de Troyes est fermée. Et la 09 machin, piste non revêtue, 09 gauche, 27 droite. Alors celle-là, c'est là-bas au fond. Elle est fermée. Donc là, sur la totalité de la surface, sur deux pistes en herbe, plus la bande treuil et la piste en dur, il n'y a que la piste en dur utilisable. Voilà. Donc évidemment, quelqu'un qui viendrait de je ne sais pas où, là, de Marseille ou je ne sais pas quoi, qui veut venir là, il pensait se poser sur la piste en herbe, voilà, hein. Ça sera piste en dur obligatoire.
Il n'a pas le choix. Donc, etc. Et donc, on peut avoir plein d'informations. Là, d'ailleurs, il m'en met combien des notables? Il en a que combien? Il m'en a mis combien, là? Au total? Regardez-moi ça. Regardez tout ce qu'il y a à lire. Bon, alors, il y en a des dizaines qui ne nous concernent pas. Hein. OK? Il y en a plein qui ne nous concernent pas. Mais je vais avoir plein de choses. Hein. Voilà, je peux avoir des trucs comme ça. Voilà, ici, voilà. Voilà, sur étampe, activité voltige, étampe mon désir, suspendu. Donc vous pensiez aller faire de la voltige, voilà, à étampe. Activité d'aéronef télépiloté sans équipage à bord, à Vaudoyen. Il y a des drones. Il y a des drones, du lever du soleil au coucher du soleil. Voilà, le rayon. OK, RDL 031 5 nautiques. Voilà, de surface jusqu'à 1400 pieds. Donc si vous voulez éviter les emmerdes, vous passez au-dessus. Etc. etc. Voilà, il y en a des dizaines, des notables. Donc les notables, c'est un truc super important. Voilà, si je prends par exemple donc, mon aérodrome d'arrivée, donc ça c'est tout ce qui est en route. L'aérodrome d'arrivée, c'est-à-dire tout su. Voilà, tout su, balisage, machin. À tout su, il y a des soucis aussi. Qu'est-ce qu'on a? Avitaillement, les réservations en ligne via le lien suivant sont prioritaires sur les réservations réservantes. Donc si vous avez besoin d'essence, il faut réserver. Modification de quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Modification de TFC, sup IP, machin. Voilà, donc il y a des sup IP, il faudra aller voir. LFPN. Le VOR Pontoise est hors service. Le VOR Pontoise 106 est hors service. Donc, si vous vouliez vous servir du VOR de Pontoise pour aller à Toussus, terminé. Pas de radionavigation possible. Etc. etc. Donc voilà plein de choses qui sont données par les notables. Et donc qui sont à consulter évidemment avant de partir. Je reviens sur ça. On va consulter bien entendu la météo. Je vous ai montré les outils comme AeroWeb qui permettent d'avoir les bulletins météo, METAR de départ, METAR à l'arrivée, TAF, prévision en route et à l'arrivée, TEMSI, la carte de temps sensible qui vous donne grosso modo tout ce que vous allez avoir en termes de isotherme, couverture nuageuse, plancher, plafond des nuages. WinTem, qui vont vous donner TEMSI, temps sensible. WinTem, carte des vents, qui vous donne les vents et les températures. Les cartes TEMSI vous donnent le temps sensible, c'est-à-dire la nébulosité, ce qui vous permet d'en déduire aussi l'humidité, le givrage et l'isotherme. TAF, Terminal Airport Forecast, et METAR, donc Meteorological Airport Report, Airfield Report. Donc ça, par contre, c'est une constatation, c'est une observation, ça, c'est une prévision. Voilà. On s'assure bien entendu qu'on restera toujours en vol à vue. Qu'est-ce que c'est que les conditions VLC? Ça, il faut les connaître. En espace non contrôlé. Donc, par exemple, entre ici et, je ne sais pas moi, Pont-sur-Yonne, espace non contrôlé. On doit être hors des nuages, même si on est à ras. Okay, hors des nuages. Voilà. Évidemment, ça, en espace non contrôlé et entre la surface et 3000 pieds du sol. Si on est au-dessus de 3000 pieds du sol, donc on est en niveau de vol, à ce moment-là, on doit être, donc en dessous, on doit être hors des nuages. Par contre, la visibilité doit être de 1500 mètres ou 30 secondes de vol. Dès qu'on est au-dessus de 3000 pieds, à ce moment-là, on doit être à 5 km de visibilité ou 30 secondes de vol. Visibilité minimum, c'est 5 km au-dessus de 3000 pieds et c'est 1500 mètres en dessous. Par contre, dès qu'on est en espace contrôlé, on doit être 300 mètres en dessous ou 300 mètres au-dessus des nuages, 1500 mètres à côté, et on doit avoir une visibilité de 5 km toujours, quelle que soit l'altitude, en espace contrôlé, en dessous du niveau 100 et 8 km au-dessus du niveau 100. Donc il faut vérifier qu'on a bien les conditions météo qui vont bien. Alors ça ne veut pas dire qu'éventuellement on peut avoir des conditions qui se dégradent, mais à ce moment-là, il faut changer sa route ou faire demi-tour. Effet du vent. Le vent, j'en ai déjà parlé, il va créer ce qu'on appelle une dérive.
Votre vitesse sol, c'est la vitesse R plus la vitesse vent. Mais, sauf qu'il n'est pas exactement dans la même direction que vous. Imaginons qu'ici, j'ai ma vitesse. Vitesse R. D'accord? True air speed. Alors qu'on appelle la vitesse vraie. La vitesse calibrée. Mais j'ai du vent. Comme ça. Là, j'ai un vent légèrement en travers. Alors, à la fois, j'ai une composante qui me fait dériver. Le vent, je peux le décomposer en deux. J'ai une partie du vent qui m'écarte de ma route. Et là, j'ai une partie du vent qui me pousse. Donc, ce vent-là, à la fois, va me faire gagner du temps, mais en ma route. Il faut donc que j'en tienne. Vent effectif, de face ou de dos, là en l'occurrence de dos, et le vent traversier, qui est perpendiculaire à ma route. Et donc, il faut que je tienne compte de ce vent. Il va dévier ma trajectoire, mais il va également modifier le temps de vol. Là, vous voyez que celui-là, il me dévie, mais en même temps, il fait gagner du temps. J'ai une partie du vent qui va m'accélérer. Mais imaginons que j'ai eu du vent à l'inverse, plutôt que comme ça, un vent comme ça. Il me faisait dériver, okay, mais en même temps, il m'aurait amené à être comme ça. Il m'aurait ralenti. Parce que là, j'aurais eu à la fois une composante perpendiculaire et une composante dans l'axe, mais négative. Okay. Donc, tenir compte du vent va m'amener à modifier le temps de vol, si j'ai une composante de face. Okay. Si je vole à 120 nœuds, mais que j'ai 20 nœuds de vent dans le dos, ça va me donner une vitesse sol de 140, je vais gagner environ 15% de temps. Inversement, si j'ai un avion qui vole à 120 nœuds, mais avec 20 nœuds de vent de face, ça veut dire que ma vitesse sol ne sera plus que de 100 nœuds, je vais donc perdre à peu près 20% de temps, 18% de temps de vol. Je vais augmenter mon temps de vol de 18%. Donc ça, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte également sur la route. En effet, pour aller ici, alors que mon vent, plutôt là, je suis sur... J'ai un vent qui me pousse vers la droite. Alors là, ils ont mis la totale. Ils ont mis le nord géographique, le nord magnétique dont on a déjà parlé, donc mon cap. Donc pour aller à un certain endroit, il faut que je tienne compte de la déviation magnétique. Évidemment, je cherche à aller quelque part. Ça, c'est mon cap, heading. Si j'ai du vent qui me pousse, mon cap va être là, mais en fait, ma route ne va pas suivre mon cap. J'ai une partie de mon énergie qui va servir à lutter contre le vent. Autrement dit, je vais par là, le vent vient de là. Si je continue comme ça, je vais me trouver écarté. Donc pour garder ma route, je vais prendre un cap qui va me permettre de lutter contre le vent. Je vais avancer comme ça. Donc mon cap va tenir compte de ce qu'on appelle la dérive. Voilà. Donc, en fonction de la force du vent, la dérive va être compensée. Si je ne fais rien, je vais avoir une dérive comme ça. D'accord ? Si je mets mon cap là, ma route va être ça. Parce que je vais avoir une dérive. Donc, pour lutter contre la dérive, je vais viser un cap qui me permet de contrer la dérive. Alors, il n'y a pas de... Il y a des formules de calcul. Si vous connaissez vraiment le vent, calculez.
Et on va faire plus simple. Le vent, vous le décomposez en vent effectif, de face ou de dos. Vous n'en tenez pas compte, sauf pour le temps de vol. La deuxième composante, la composante traversière, eh bien, s'il est vraiment totalement traversier, eh bien, vous prenez ce vent et en fonction de sa force, vous en prenez un tiers, 2 tiers ou la totalité. Ça vous donne votre dérive. Il y a des astuces, mais ça, on ne vous demande pas au pays. Donc, on va corriger. Donc, pour tenir compte de tous les paramètres, les pilotes et navigateurs utilisent la phrase suivante. Retouchez votre dérive, ça me donnera chaque mesure de votre cap conforme. Cela, je l'utilise jamais. C'est trop compliqué. Bon, grosso modo, ma route vraie. Ok. J'enlève la dérive, j'obtiens mon cap vrai. J'ajoute la déviation, j'obtiens le cap magnétique. Et ça, c'est la déclinaison qui me donne le cap compas. Les deux derniers, on le fait rarement. Sauf en IFR, on est obligé. De la gauche vers la droite, il faut retrancher de la droite vers la gauche, il faut ajouter. Donc je prends mon compas, il me dit par exemple que je vais au 90. J'ai une déviation de 4 degrés, parce que le compas est faux. Donc ça me donne un cap magnétique de 94. Le cap magnétique, j'ai par exemple une dérive actuellement, une déviation magnétique de 5 degrés. Donc il faut que je mette 99. Ça me donne mon cap vrai. Donc pour aller au 90, il faut que j'affiche déjà 99. À cause de erreur instrumentale et position du pôle nord par rapport au pôle géographique. Voilà, et ça me donne mon cap vrai. Et après, ben, si j'ai en plus du vent de travers, il faut que je rajoute l'effet du vent. Mais ce calcul-là, on ne vous le demande pas au BIA. Par contre, il faut savoir qu'il y a déviation et dérive. Préparation du départ, ben, on prend tout ce qu'il nous faut, toute la doc, carnet de vol, licence, les documents de navigation, donc certificat de navigabilité, certificat d'examen de navigabilité, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance. Et évidemment, le carnet de route. Ça, on regardera ça tout à l'heure. Voilà. Donc, on fait la prévol, on fait les pleins et on y va. Et après, bah, pendant la navigation, bah, vous constatez déjà, au bout de 5 minutes, vous vous rendez compte que vous êtes à Valognes alors que vous devriez être en route vers 40 ans. Vous avez donc de la dérive. Ça veut dire qu'il y a un vent plus fort que prévu. Là, en l'occurrence, 25 degrés. Donc, pour revenir à ma route, si je fais que 25 degrés de correction, je vais aller là. D'accord? Mon avion est comme ça. Ok? Je me rends compte que je ne suis pas la route. Parce que j'ai un vent, manifestement, un vent d'est. Donc, si je me contente de corriger, eh bien, je vais reprendre une route, mais parallèle à celle-là. Si je fais mes 25 degrés de correction, je ne vais plus dériver. Mais par contre, il faut que je fasse 50 degrés de correction pour revenir, et là, je vais passer à 25 degrés de correction. Est-ce que c'est clair? Dans 3 minutes, c'est la fin. Voilà, il en tiendra compte pour la suite du vol. Et après, nous avons la prévention des abordages. Il faut toujours... Alors, on ne parle plus d'abordage, on parle de collision. Terminé. On n'utilise plus ce terme-là. Les collisions, c'est dès qu'il y a que ce soit au sol, en l'air, etc. Prévention des collisions. Prévention des collisions, les aéronefs doivent céder le passage. Les règles de priorité, c'est le moins manœuvrable, et prioritaire sur le plus manœuvrable. Les ballons, les montgolfières et surtout les parachutistes. D'accord? Alors, les attelages, c'est-à-dire un planeur derrière un avion, est prioritaire sur les autres. Par contre, les planeurs doivent céder le passage au ballon, mais également le super prioritaire, c'est le parachutiste. S'il y a du para, il est prioritaire sur tous les autres. Donc, s'il y a du parachutage, on n'y va pas. Même un planeur doit céder le passage à un parachutiste. Lui, il ne peut rien faire. Hein. Il descend sous son pépin. Il peut à peine s'écarter de quelques degrés.
mais il n'est pas manœuvrable. Il n'y a pas d'énergie. Un planeur est prioritaire sur les avions. Que ce soit dirigeable ou avion. Parce que lui, il peut se déplacer, il peut changer de route, il peut remonter. Un avion doit céder de la place aux autres. Ok, voilà. Ensuite, les priorités. Tout ce qui arrive par la droite est prioritaire. Si j'ai un aéronef qui arrive sur ma droite, il est prioritaire sur moi. Si j'ai un aéronef qui arrive sur ma gauche, je suis prioritaire sur lui. Il doit passer derrière moi. On ne passe jamais en dessous d'un autre. On va envisager éventuellement de monter pour passer au-dessus. Jamais on passe en dessous. Pourquoi? Parce que si vous passez en dessous, lui, il perd la vue. Et s'il décide de descendre, boum, vous êtes mort. Le danger vient d'au-dessus, hein, il vient rarement d'en dessous. Donc on évite. De même, si l'on fait un dépassement, ça c'est une règle OACI obligatoire, les dépassements se font à droite. Okay. Pourquoi? Parce que s'il y en a un troisième qui arrive là, qui est encore plus rapide que l'autre, il voit celui-là se déplacer à droite, il se déplace aussi à droite. Tout le monde sur la droite. Du coup, ça donne des règles particulières lorsqu'on fait du vol de pente en planeur. Voilà, tous les dépassements se font par la droite. Lorsque l'on est face à face, à nouveau, évitement par la droite. Si je suis derrière quelqu'un que je le double par la droite. Si je suis face à quelqu'un, tout le monde par la droite. C'est pas je suis à gauche ou à droite, je sais pas. Non. Comme moi je suis à droite, s'il m'a pas vu, ben on s'évite. S'il m'a vu, il va à droite. Si on s'est vu tous les deux, on s'écarte tous les deux par la droite. Toujours les évitements par la droite. En cas de présentation simultanée à l'atterrissage, le plus bas est prioritaire. Maintenant, si vous arrivez là, que vous voyez qu'il y en a un qui est là, tranquille, là, oh putain, je vais le baiser, je vais passer en dessous. Attention, ça s'appelle une manœuvre dangereuse. Là, vous perdez votre licence à tous les coups. Ok? L'idée de se dire, je vais le doubler, je vais passer en dessous de lui, et comme ça, je serai prioritaire, ça, c'est extrêmement dangereux. Si vous êtes dans le circuit de piste, si vous êtes un deuxième derrière, vous restez derrière lui. Maintenant, éventuellement, si vous n'êtes pas dans le circuit de piste et que vous êtes très rapide derrière un truc très lent, et que vous ne pouvez pas ralentir parce que votre avion va décrocher, vous avez le droit de le dépasser par la droite. Mais à condition de le faire par la droite. Et du coup, si le circuit de piste fait que la piste est là, le tour de piste est là, si vous passez par la droite, vous êtes à l'intérieur du tour de piste, c'est hors la loi, c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un 360. Vous attendez. Vous ralentissez. Voilà, le plus bas est prioritaire. Alors ça, j'en parle pas, c'est pas grave, vous connaissez pas. Ça, c'est le problème du vol de pente. Comme on s'écarte par la droite, ben lui, il ne peut pas, il a la falaise. D'accord? Donc, il est prioritaire sur celui-là. Celui qui est à la falaise à droite est prioritaire sur celui qui a la falaise à gauche. Et si lui le rattrape, il doit éviter. Enfin, dernier point, prévention des abordages. Oui, ça, vous n'aurez jamais de questions là-dessus. Savoir qui rentre dans les pompes. Quand il y a plusieurs aéronefs, des planeurs qui tournent, tout le monde doit tourner dans le même sens. Autrement dit, s'il y a déjà des planeurs dedans, que vous arriviez au-dessus ou en dessous, ceux qui tournent dedans vous donnent le sens. Vous n'avez pas le droit de les prendre à contresens. Vous n'avez pas le droit non plus de passer à l'intérieur. S'il y a des planeurs qui tournent, vous devez passer à l'extérieur et rejoindre la pompe par l'extérieur. Enfin, sécurité des vols, on respecte les zones, on assure les communications radio, gestion des risques et facteurs humains, il n'y en a pas, on ne vous posera pas de questions là-dessus. Voilà, gestion des risques, facteurs humains, attention à la question de la fatigue, du maintien des compétences. On a déjà vu ça dans toute la première partie de cette présentation sur tout ce qui est l'aéromédecine, le monoxyde de carbone, l'hypoxie, les médicaments, l'état physique, etc. Voilà. Facteurs, améliorer l'ergonomie, tout ça on s'en fout, risque et facteurs humains, entraînement, les REX. Conclusion, ben voilà, une petite idée du trafic aérien. Alors aujourd'hui, il y a un grand trou ici. Là. C'est l'Ukraine. Il n'y a plus aucun vol commercial qui passe au-dessus. Voilà, mais ça vous donne une petite idée. Et la sécurité, elle est quand même assurée. Voilà. Eh bien, c'était la fin du cours navigation, avec 3 petites minutes de retard. Donc, on a vu les 4 chapitres principaux.
On va faire donc une session de révision QCM samedi matin, 10h, 12h. On se donne 10-15 minutes éventuellement de débordement parce que j'ai programmé 10h, 12h30. On essaye de finir entre midi et midi et quart. Donc on va passer 2 chapitres en revue, chaque fois 1 heure chacun, sur des vrais QCM, des vrais annales. Ok. Donc ça permet de faire une révision de ces 2 chapitres météo et navigation. Je crois qu'on a encore un cours la semaine prochaine, ou c'est déjà les vacances? Non, on a encore un cours la semaine prochaine. Donc on commencera rapidement, on passera en revue l'histoire ou l'anglais, je sais pas, je verrai, en fonction de ce qui va être mieux. L'histoire étant un chapitre obligatoire, je préfère faire les chapitres obligatoires d'abord et puis les options facultatives après. Donc on va passer vite fait l'histoire, un premier chapitre histoire, et puis on terminera l'histoire après les vacances. On fera après les vacances, on fera 2-3 sessions alternées entre de l'histoire et de l'anglais. L'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il n'y a rien de sorcier, c'est faut lire. Il faut retenir les noms et les dates. C'est que ça. Hein. Les QCM d'histoire, c'est que des noms et des dates. Qui a été le premier à traverser l'Atlantique? Lindbergh, quelle année? 1927, voilà. Que des trucs comme ça. Ok, ben voilà. Eh ben merci à tous. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à samedi matin. Alors samedi, ça sera enregistré aussi. Hein. Donc ceux qui ne pourront pas être là samedi matin, ils pourront suivre le QCM et les réponses à distance. Voilà, on va terminer l'enregistrement.